Bon, nous allons attaquer dans cette partie les glandes. Les glandes, s'il faut la microbiologie. Les glandes, ici, ce sont des hormones à sécrétion. Ils se sont isolés par Staline en 1900 et en 1902, grâce avec un organe appelé adrénaline. Adrénaline, c'est l'une des glandes surrénales. C'est la première glande qui a été isolée. Grâce avec une science appelée adénologie, c'est la science qui nous permettant d'étudier les glandes. Il y a différents types de glandes. Il y a les glandes endocrines ou hormonales. C'est une glande qui déverse son produit de sécrétion dans le sang. Cela sous-entend que c'est une glande à sécrétion interne. Il y a aussi des glandes à sécrétion externe. Il y a des glandes à sécrétion à la fois interne et externe. Mais le plus important pour nous dans la philo, ce sont les hormones. L'hormone est issue du mot latin hormaro, qui signifie exciter ou stimuler. C'est le produit de sécrétion des glandes endocrines. Ce sont des substances chimiques sécrétées et déversées dans le sang et d'un réflexe chimique que Stalin baptisa hormone. Toute substance produite normalement dans les cellules de n'importe quelle partie du corps est transportée par le courant sanguin dans les régions éloignées sur lesquelles elle agit pour le bien de l'organisme entier. Mais il y a une autre science dès qu'on parle des glandes endocrines que nous n'allons pas trop toucher. C'est l'endocrinologie. L'endocrinologie, c'est la science jeune, puisque l'on est passé d'une ignorance complète à une connaissance interne des hormones. Il y a l'estomac, gastrine, il y a le rein, érythropoïétine, il y a le placenta, BHCG, qu'on appelle bêta-hormone chorionique gonadotropine. Les glandes hormonales sont, il y a la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande qui est associée à la face antérieure du larynx. Elle sécrète de la thyroxine qui est riche en iode, et la calcitonine ou thyrocalcitonine qui donne une sécrétion qui baisse le taux de calcium et du phosphore dans le sang. La thyroïde sécrète des hormones. Il y a la thyroxine et la calcitonine. La thyroxine qui est riche en iode et la calcitonine qui est appelée encore thyrocalcitonine, permettant la baisse du taux de calcium et du phosphore dans le sang. Deuxièmement, il y a la parathyroïde. La parathyroïde sécrète la parathormone. Et la parathormone, c'est l'augmentation du taux du calcium et du phosphore dans le sang. La parathormone, quand le taux de calcium et du phosphore est augmenté dans le sang, on appelle ça parathormone. Et quand le taux du phosphore et du calcium est diminué, on appelle ça calcitonine. Il y a le pancréas. Le pancréas, c'est une glande à sécrétion interne et externe. Mais étant qu'une hormone, le pancréas sécrète de l'insuline qui maintient constamment la glycémie, qui abaisse le taux de sucre dans le sang, et les glucagons qui permettent l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Le pancréas, hormone à sécrétion
insuline et glucagon. Insuline permettant la baisse du taux de sucre dans le sang et glucagon permettant l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Quand le taux de sucre est diminué, on appelle ça hypoglycémie. Et quand le taux de sucre est augmenté, on appelle ça hyperglycémie. C'est quoi l'insuline? L'insuline, c'est celui qui transforme le glucose en glycogène. Les glandes surrénales. Les glandes surrénales sécrètent de la cortine ou cortisol, de l'adrénaline et de la noradrénaline. La glande surrénale est constituée de deux parties distinctes, une région centrale ou médullosurrénale et une partie périphérique appelée cortico-surrénale. Le médullosurrénal est responsable de la sécrétion des hormones du groupe catécholamine, qu'on appelle encore l'adrénaline, en réponse de la stimulation du système nerveux sympathique au moment du stress. Et la noradrénaline qui joue un rôle important dans le maintien d'une circulation sanguine normale. L'ablation de la médullosurrénale, contrairement à celle de la corticosurrénale, n'entraîne aucun danger dans la vie du patient. Tandis que la corticosurrénale sécrète une grande nombre d'hormones stéroïdes, dont quelques seules en quantité significative. L'aldostérone, l'une des plus importantes, régit l'équilibre sel-eau de l'organisme. Le cortisol et la corticostérone sont également des hormones vitales. Elles régulent le métabolisme des graisses, des glucides et des protéines. En outre, la corticosurrénale produit les stéroïdes sexuels, hormones qui ont une influence mineure sur l'appareil reproducteur. Il y a les gonades qu'on appelle encore gonadostimulines ou FSH, qu'on appelle follicule stimulin hormone FSH. Elles sécrètent la testostérone et la progestérone. Il y a l'hypophyse ou glande pituitaire ou glande maîtresse de l'organisme qu'on appelle LH ou hormone lutéinisante, sécrète une multitude d'hormones dont l'oxytocine et la prolactine. Eh bien, LH qu'on appelle hormone lutéinisante, c'est une hormone de l'hypophyse responsable de l'ovulation et du développement du corps jaune, la maturation des spermatozoïdes chez l'homme. Eh bien, l'hypophyse ou pituitaire, c'est une glande maîtresse ou chef d'orchestre de l'organisme. Elle influence l'activité de toutes les autres glandes. L'hypophyse comprend 3 lobes: lobe antérieur, lobe postérieur et l'intermédiaire. Regardons. L'hormone sexuelle femelle sont progestérone qui sécrète par le corps jaune de l'ovaire après l'ovulation, et l'œstrogène qui déclenche l'œstrus chez la femme et chez les mammifères. L'hormone sexuelle mâle, appelée testostérone, hormone androgène qui provoque l'apparition des caractères secondaires sexuels. Estrus, phase correspondant à la période de l'ovulation où la fécondation est possible. Folliculine, une des hormones estrogènes. Folliculostimuline ou FSH ou hormone de
L'hypophyse qui chez la femme stimule la spermatogénèse chez l'homme et l'ovogénèse chez la femme. Stimule la croissance de la follicule de Graaf, la division ovulaire chez la femme qu'on appelle folliculostimulin ou FSH. Follicule de Graaf ou ovarien, c'est la cavité liquidienne située à l'intérieur de l'ovaire, dans laquelle se développe l'ovule et dont la rupture correspondant à la ponte ovulaire. On a parlé de hormones gonadotropes. Juste avant de toucher les hormones, les hormones gonadotropes, ils contrôlent la sécrétion des gonades, testicules, ovaires et les cavités reproductrices. La prolactine, c'est quoi? La prolactine, c'est l'hormone de la sécrétion lactée, le lait. La thyrotropine, il contrôle le taux de sécrétion de la thyroxine. La corticotropine ou corticostimuline ou corticotrope ou ACTH, il contrôle la sécrétion des hormones du cortex des glandes surrénales. Les hormones hyperglycémiantes appelées glucagons, ils servent à la régulation de la glycémie en augmentation le taux du glucose. Atrophie, l'arrêt de nutrition d'un organe ou d'un tissu qui se manifeste par la diminution de son volume ou de son poids. Aplasie, l'absence d'un organe provoquée par l'absence ou l'insuffisance du développement de son ébauche embryonnaire. Parathormone, c'est l'augmentation du taux de calcium. On a déjà dit ça. Parathormone, question d'examen, c'est l'augmentation du taux de calcium et du phosphore dans le sang. Il y a différence entre parathormone et calcitonine. Calcitonine, c'est la baisse du taux de calcium et du phosphore dans le sang. Quelles sont les conséquences de l'ablation de l'hypophyse? Arrêt de croissance, atrophie des glandes sexuelles, arrêt de reproduction chez les autres glandes. La MSH ou mélanocyte stimulating hormone qui contrôle autrement sur la pigmentation de la peau par l'intermédiaire des mélanocytes. Que provoque l'hypersécrétion de l'hormone somatotrope? Des géants hypophysiaires chez l'homme. Le gigantisme, c'est le géant hypophysaire chez l'enfant. Et la comégalie, c'est chez l'adulte. Il y a le nanisme, c'est la réduction de l'hypophysaire chez le nanisme. Ici, les hormones somatotropes passent à une hyposécrétion. Le nanisme ou nain, de toute petite taille, ou l'insuffisance de croissance conférant à celui ou celle qui est atteint une taille limitée à l'âge adulte. Quelles sont les hormones stimulatrices de croissance chez les plantes? L'auxine, les gibérellines, les cytokinines. En combien de lobes se divise l'hypophyse? On a déjà donné ça en 3 lobes. Le lobe antérieur, le postérieur et intermédiaire. L'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, appelée encore myxodème, il peut être congénital ou acquis. C'est une légère baisse de la température ou un ralentissement des rythmes respiratoires et cardiaques à une réduction générale des activités qu'on appelle myxodème. Il y a hyperthyroïdie ou goitre exophthalmique ou maladie de base d'eau. S'accompagne d'une saillie prononcée des yeux hors des orbites. Les yeux exorbitent, parfois si forte que le malade est incapable de former les paupières. Elle se traduit à une augmentation de la température du corps, de la peau, une accélération des rythmes respiratoires et cardiaques. La maladie maigrit aussi la personne. Le gigantisme, c'est une sécrétion excessive d'hormones somatotropes qui provoque une rapidement augmentation de taille. La chromégalie, c'est une sécrétion exagérée d'hormones chez un somatotrope chez l'adulte. La taille peut pas augmenter.
L'hormone antidiurétique ou vasopressine déclenche une diminution de sécrétion urinaire sur la partie distale des tubes urinaires. C'est l'augmentation de la concentration des urines et provoquer une élévation de la pression sanguine artérielle qu'on appelle hypertension. Quelles sont les hormones? Il y a ADH. ADH, c'est hormone qu'on appelle encore vasopressine ou hormone antidiurétique qui contrôle le niveau d'eau dans les reins. Il y a les hormones de croissance qu'on appelle GH. Il y a thyréotropine qu'on appelle TSH. Il y a corticotropine qu'on appelle ACTH. Il y a gonadotropine qu'on appelle FSH et LH. Il y a prolactine qu'on appelle encore PRL. L'aldostérone, c'est une hormone corticosurrénale qui provoque une augmentation du sodium dans le sang et une élimination du potassium qui passe en abondance dans l'air. Et il y a STH, c'est l'hormone somatotrope ou de croissance. C'est l'hormone de croissance du squelette. On continue avec la microbiologie. Et sans oublier, la microbiologie. La microbiologie avec Louis Pasteur en 1878. La microbiologie, c'est l'étude des micro-organismes ou des microbes. Les micro-organismes sont des êtres vivants microscopiques. Ils sont subdivisés en bactériologie, virologie et mycologie. La bactériologie, c'est l'étude des bactéries. Et les bactéries, ce sont des êtres vivants unicellulaires. On distingue des bactéries aérobistiques. Ce sont des bactéries qui ne peuvent pas vivre sans oxygène. Il y a des bactéries anaérobistiques. Ce sont des bactéries qui peuvent se développer en absence d'oxygène. Il y a des bactéries facultatives. Ce sont des bactéries qui peuvent vivre tantôt sans oxygène et tantôt avec de l'oxygène. Il y a des bactéries hétérotrophes. C'est ceux qui sont incapables de fabriquer leurs propres substances nutritives. Il y a des bactéries autotrophes. Ce sont ceux qui sont capables de réaliser la photosynthèse ou la chimiosynthèse. Il y a des bactéries parasites. Ce sont des agents pathogènes agissant sur l'hôte, soit directement, soit par sécrétion des toxines ou encore de deux façons. Il y a les saprophytes. Les saprophytes, ce sont des bactéries non pathogènes qui tirent les substances nutritives de manière organique en putréfaction. Il y a l'antigène. L'antigène, une fois dans le sang, sont attaqués par des cellules de défense du corps qui provoquent des destructions ou les neutralisations. L'antigène, c'est l'agent, et l'anticorps, c'est celui que le corps a produit pour gommer contre l'antigène. Il y a les toxines. Les toxines, ce sont des substances toxiques élaborées par un organisme vivant. Les virus, les bactéries. Interféron. L'interféron, c'est une substance chimique élaborée par les cellules pour se défendre contre une infection virale. L'organisme se défend contre les infections virales par quoi? Par phagocytose, par production, par des anticorps, par la production d'interférons. C'est la raison pour laquelle on nous a dit que tous ceux qui peuvent attaquer l'organisme sont appelés antigènes. Et ce que l'organisme a préparé pour combattre contre l'antigène est appelé anticorps. La phagocytose, c'est en effet le moyen de défense de l'organisme. Les micro-organismes se divisent en deux parties. Il y a les micro-organismes eucaryotes, il y a les micro-organismes prokaryotes. Les micro-organismes eucaryotes, ce sont des micro-organismes qui contiennent un noyau distinct. Et les micro-organismes prokaryotes, ce sont des micro-organismes qui ne contiennent pas un vrai noyau. On a parlé de reille ou mycète pour parler de pluricellulaires eucaryotes. Cela attaque surtout des individus présentant des plaies cutanées
des liaisons tissulaires ou souffrant de déficit du système immunitaire, dermatophytes, levures et moisissures. Les micro-organismes, ici, il y a les virus. Les virus, ce sont des agents. Ici, sont des structures qui n'atteignent pas encore le stade cellulaire. On dit qu'ils sont acellulaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de noyau, de cytoplasme et de membrane. Pourquoi les virus sont appelés fibrants? Parce qu'ils peuvent traverser les pores extrêmes fins. Il y a plusieurs façons qu'un virus peut transpercer l'organisme. Il y a premièrement l'attachement, le virus peut attacher. Il y a deuxièmement la libération et troisièmement la décapsidation et quatrièmement il y a l'encapsidation et enfin il y a la libération. Le virus est libéré. Maintenant, caractéristiques d'un virus. Ils sont capables de se reproduire seuls, ils sont isolés, ils n'ont aucune action métabolique, ils proviennent d'un virus préexistant. Comment s'appelle l'enveloppe qui protège ou qui entoure le virus? L'enveloppe qui protège ou qui entoure le virus s'appelle capside, différent de capsule qui est l'enveloppe qui protège ou qui entoure la bactérie. Il y a capsomère. Capsomère, c'est l'unité qui forme le virus. Il y a nucléocapside. Nucléocapside, c'est l'ensemble d'acides nucléiques plus capside. Vibrion, ce sont des particules virales ou autres noms du virus. Mésosome, c'est un repli interne de la membrane plasmique et qui joue un grand rôle dans la reproduction de la bactérie. Noyau, c'est-à-dire dépourvu de membrane, riche en ADN. Plasmide, c'est le matériel génétique des bactéries. Ce sont des molécules d'ADN. Le matériel génétique des bactéries s'appelle plasmide. Paroi squelettique, sorte de protection mécanique qui donne à la bactérie sa forme et sa vigilance. Comment s'appelle sorte de protection mécanique qui donne à la bactérie sa forme et sa vigilance? Mais ça s'appelle paroi squelettique. L'ensemble qui constitue l'appareil nucléaire des bactéries s'appelle plasmide ou nucléoside. L'ensemble qui constitue l'appareil nucléaire des bactéries s'appelle plasmide et nucléoside. L'organe facultatif permettant à la bactérie de se déplacer principalement dans les milieux liquides s'appelle flagelle ou cils vibratile. La morphologie bactérienne repose sur 4 formes de base. Il y a premièrement les cocci. On dit cocci ou coque. Ce sont des bactéries arrondies ou sphériques. Question d'examen. Il y a les bacilles. Les bacilles, ce sont des bactéries cylindriques et allongées ou en forme de bâtonnet. Il y a les vibrions. Les vibrions, ce sont des bactéries de forme incurvée ou en forme de fossile. Il y a les spirules ou spirochètes. Ce sont des bactéries spirales en forme de tire-bouchon. Il y a les diplocoques. Ce sont des bactéries en forme de double. On appelle encore les pneumocoques. Il y a les streptocoques. Ce sont des bactéries en forme de chienne. Les érysipèles ou érépicèles. Il y a les staphylocoques. Ce sont des bactéries en forme de grappe de raisin qu'on appelle, il y a aussi furoncle. Il y a quelques bacilles qui causent des maladies. Par exemple, il y a bacille de Bette. Bacille de Bette, c'est bacille d'apostrophe Hebert qui cause de la fièvre typhoïde. Il y a bacille de Nicolai ou Clostridium tetani. C'est la bacille qui cause le tétanos. Il y a bacille de Koch, K-O-C-H. Bacille de Koch, c'est la bacille qui cause la tuberculose. Mycobacterium tuberculosis avec Robert Hooke. Il y a bacille de Klebs toffler. C'est la bacille qui cause la diphtérie. Il y a bacille de Klebs
Ouais, bacille de Klebs, l'eau flair. C'est la bacille qui cause la diphtérie. La bacille de Bordet, Gengu. La bacille de Bordet, Gengu, c'est la bacille qui est responsable de la coqueluche. La bacille de Yersin, Y-E-R-S-I-N. La bacille de Yersin, c'est la bacille qui cause de la peste. Il y a bacille de Janssen. La bacille de Janssen, H-A-N-S-E-N, c'est celui qui cause la lèpre. Il y a bacille de anthrax. La bacille de anthrax, c'est la bacille qui est responsable de la maladie du charbon. Il y a tant d'autres qui causent des maladies. Par exemple, il y a le virus qu'on appelle VIH, virus immuno-humain. C'est le virus qui cause le sida. Il y a aussi influenza virus. Influenza virus, c'est le virus qui cause la grippe. Il y a coronavirus, c'est le virus qui cause le COVID-19. Les bactéries se reproduisent par reproduction asexuée ou sporulation ou scissiparité. Ici, on distingue aussi des bactéries transgénétiques qui sont capables de synthétiser des substances indispensables aux organismes des humains malades. Il y a des bactéries acétiques ou Mycoderma aceti ou acétobactère. Il est responsable de la fermentation de l'acide acétique. C'est à fabriquer du vinaigre. Les bactéries sont des êtres microscopiques unicellulaires prokaryotes, tandis que les virus sont des structures protéiques acaryotes ou acellulaires. Il y a bactéricides. Bactéricides, ce sont des substances qui tuent les bactéries qu'on appelle Yacipox. Il y a bactériostatiques. Bactériostatiques sont des substances qui empêchent la multiplication des bactéries. Azole. Il y a bactériophages. Ce sont des virus de forme combinée. Virions, particules infectieuses d'un virus. Glycocalyx, c'est la formation de la glycoprotéine. Le virus est constitué de capsides, génome, capsomère, nucléosides et de l'acide nucléique. Il y a une petite différence entre épidémie, endémie, pandémie. Épidémie, c'est la maladie qui atteint en même temps et dans un même lieu un grand nombre de personnes ou d'animaux. Épidémie, c'est la présence habituelle d'une maladie dans la région déterminée. Et pandémie, c'est une épidémie qui affecte une partie significative des populations sur une région importante. Eh bien, bientôt, on va voir mimétisme, immunologie et génétique. D'accord? Merci. Nous avons encore dans l'autre morceau.